Ciao, bonjour. Ah, l'Italie, les vacances, la gastronomie, le soleil, la mer, l'Empire romain, Eros Ramazzotti, des belles voitures, des gens qui parlent fort. Voilà dans les grandes lignes ce qui nous vient en tête quand on parle de l'Italie. Ça, et aussi une blessure, une cicatrice. Oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Rodrigo. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire et les liens que nous, Français, nous avons avec les Italiens? Eh bien, on va en parler ensemble. Bonjour à toi, ami de la crème fraîche et du pesto, d'Andrea Bocelli qu'Hélène Ségara, foulant d'appât sûr et plein d'entrain ses rêveries en quête de Dolce Vita. Je suis Sully et aujourd'hui je vais vous parler des relations franco-italiennes. Quand on pense à l'histoire franco-italienne, on remonte généralement à Vercingétorix qui rend les armes devant César suite au long siège à Alésia qu'on connaît tous. En fait, ça a commencé un peu plus tôt avec la mise à sac de Rome par les Gaulois du chef Brennus et notamment l'anecdote des oies du Capitole si vous connaissez. Et en fait, voilà, c'est nous les premiers qui avons commencé à venir, vider le frigo sans essuyer nos chaussures et mettre un peu le bazar là-bas. Et on peut dire que les Romains se sont pas mal vengés des Gaulois après ça. C'est à cette époque que les Gaulois ont fondé en Italie des villes comme Milan ou encore Turin, et les Romains ont fondé en France des villes comme Nîmes, Lyon ou encore Arles. En 773, Charlemagne conquiert la Lombardie. Bon, il a pris du rab et du dessert puisqu'il s'étend jusqu'au sud de Rome où il assure la protection des frontières. Et ça a une énorme incidence sur l'Italie puisque le nord restera partie intégrante de l'héritier de l'empire de Charlemagne, j'ai nommé le Saint-Empire romain germanique, jusqu'en 1806 théoriquement, même si l'Italie bénéficiait d'un allègement de l'autorité impériale croissant au fil des siècles. Au début du XIe siècle, les Normands, héritiers de Rollo le viking, classe mais pas celui-là. Non, pas celui-là non plus. Oui, voilà lui. Suite à une prise d'influence progressive dans le sud de l'Italie, en proie à quelques querelles, ont gentiment pris le contrôle de tout le sud de l'Italie, orchestré par les habiles manœuvres de la famille de Hauteville et quelques centaines de chevaliers. Ils ont réussi à chasser les Byzantins, les Sarrasins et l'armée du pape, et pour la première fois unifier le sud de l'Italie et la Sicile. Ce royaume durera jusqu'en l'an 1266, suite à la perte de ce royaume au profit de Charles d'Anjou. Il y a souvent eu quelques tensions localisées entre la France et certaines provinces italiennes comme la Savoie ou encore la Lombardie pour le contrôle des régions stratégiques comme la Provence, la Corse ou la Sicile durant le Moyen-Âge. Durant la Renaissance, on entre dans l'ère des grandes cités-États italiennes, comme Venise, Florence, Milan ou encore Gênes, et des tensions s'installent alors que les rois de France souhaitent étendre leur influence dans le nord de l'Italie. Cela donnera même lieu à des mariages qui donneront deux reines qui ont marqué leurs époques, Catherine et Marie de Médicis, issues de la grande famille de la République florentine, futur duché de Toscane. 1515, Marignan. Vous vous rappelez un peu de l'école primaire là, c'est bon ? Au début du XVIe siècle, le Rhum est chahuté par un conflit d'hommes entre François Ier et Charles Quint, alors maître de l'Espagne, ses colonies en Amérique et élu empereur du Saint-Empire romain germanique. François Ier se sent un peu... encerclé. D'autant que ses relations avec Henri VIII, alors roi d'Angleterre, ne sont pas au mieux. Et dans le même temps, suite au long déclin de l'autorité du Saint-Empire romain germanique au nord de l'Italie, des riches régions européennes comme la Lombardie ou la Vénétie attirent la convoitise de ce bon François Ier, qui y voit une belle opportunité de changer un peu le rapport de force en prenant le contrôle de la Lombardie jusqu'en 1525 et le désastre de Pavie. Bref. En 1805, l'empereur Napoléon Ier fait voter au Sénat la naissance du royaume d'Italie. Il réunifie ici l'Italie en un seul État pour la première fois depuis la fin de l'Italie carolingienne, Charlemagne, au début du Xe siècle. Et ce giga-tchad redonne aux Italiens l'idée d'un pays uni et leur donne un royaume autonome sous tutelle française avec un drapeau qui... ces couleurs me disent quelque chose. Mais le royaume d'Italie ne survit pas à la fin de l'Empire et l'Autriche reprend le contrôle de l'Italie et siffle la fin de la récré. Mais trop tard.
les idéaux républicains et le goût de l'indépendance ont ravivé la flamme chez nos amis transalpins. Le Risorgimento, résurgence ou renaissance en italien, est le mouvement de réunification italienne qui s'opère de 1850 à 1870 sous l'impulsion de Garibaldi et ses chemises rouges, Cavour, Mazzini et Victor Emmanuel II, alors duc de Savoie, roi de Sardaigne, prince du Piémont et comte de Nice. Ce Risorgimento se fait par les armes contre les Autrichiens qui gardent un grand contrôle du nord de l'Italie. Et pour cela, les Italiens appellent au soutien de la France qui va grandement participer au succès de cette entreprise en échange du comté de Nice et d'une partie du duché de Savoie. L'Italie choisit alors un drapeau inspiré du drapeau français avec les couleurs choisies par Napoléon Ier. L'Italie est un acteur majeur de la Première Guerre mondiale. D'abord alliée à la Triple Alliance, avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, l'Italie choisit de rester neutre au début du conflit, puis change de camp en 1915 pour se joindre à l'alliance anglo-franco-russe car ses prétentions territoriales tournaient plus vers l'Autriche que la France. Aussi, en 1919, suite au traité de Versailles, l'Italie acquiert quelques territoires en Istrie ou en Dalmatie. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'engage du côté de l'Axe porté par le gouvernement fasciste de Benito Mussolini et des envies d'impérialisme. Suite à de nombreuses débâcles militaires et au chaos interne dans le pays, Benito Mussolini fut démis de ses fonctions et emprisonné en 1943. Puis des négociations avec les Alliés commencent pour la reddition de l'Italie qui marquera la fin de l'empire colonial italien et de la monarchie. Bon, après ce petit cours d'histoire pas trop lourd, passons aux influences culturelles que l'Italie et la France ont eues l'une sur l'autre. La France est un pays de langue et de culture dite latine, et largement hérité de l'Empire romain. Aussi, on retrouve beaucoup de similarités dans les langues françaises et italiennes. Nos langues sont d'après des critères lexicaux, grammaticaux, très similaires. Aussi, on peut comprendre l'italien sans le parler. On trouve beaucoup de similitudes dans nos deux cultures, tant à nos attraits pour la cuisine, la mode, l'architecture ou la viniculture. La France et l'Italie ont été deux pays phares de la religion chrétienne. Aussi, pendant le XIVe siècle, il y avait même un pape à Avignon et un à Rome. Nous devons également à l'Italie des idées républicaines, que l'on a su adapter à notre sauce aussi. Durant la seconde moitié du XVe siècle, voit le jour en Italie la Renaissance et ses mouvements artistiques et philosophiques, avec des artistes comme Michel-Ange, Donatello, Raphaël et Léonard de Vinci. La France s'est beaucoup inspirée de ce qui se passait en Italie et a grandement participé à la diffusion des idées de l'époque, grâce notamment à la migration de nombreux artistes, tels que Léonard de Vinci et à l'Université de Paris qui a permis de diffuser des idées philosophiques de la Renaissance. Dans le domaine de la musique, les échanges franco-italiens ont aussi été fréquents à travers l'histoire. Bon, pas que ça, mais via les styles baroques, romantiques et classiques, et de nombreux échanges de grands compositeurs comme Verdi, Lully ou encore Berlioz qui ont traversé les Alpes pour illuminer les opéras et la cour royale à travers les siècles et influencer les styles musicaux de chacun des pays. Et on ne va pas le répéter, mais le Risorgimento a grandement été inspiré, insufflé et soutenu par la France et la Révolution française. L'une des œuvres d'art les plus célèbres au monde, la Joconde de Léonard de Vinci, est actuellement exposée au Louvre, à Paris. Cependant, Léonard de Vinci lui-même était originaire d'Italie et il a emporté le tableau lorsqu'il s'est installé en France à la fin de sa vie. Aujourd'hui, c'est le tableau le plus connu au monde et... La béchamel est une sauce fondamentale de la cuisine française, faite à partir d'un roux de beurre et de farine mélangés avec du lait chaud pour former une sauce onctueuse. L'anecdote raconte que cette sauce aurait été introduite en France par Catherine de Médicis qui a épousé le roi Henri II de France au XVIe siècle. Selon la légende, Catherine de Médicis aurait apporté dans sa dot des cuisiniers italiens talentueux à la cour française. Parmi eux se trouvait son chef cuisinier personnel qui aurait créé une version française de la salsa cola italienne, une sauce similaire à base de lait, de farine et de beurre. Cette sauce est devenue la base de la sauce béchamel telle que nous la connaissons aujourd'hui en France. En français, se jeter dans la gueule du loup est une expression familière qui signifie globalement se mettre en danger ou tomber dans un piège. En italien, l'expression in bocca al lupo
a une signification totalement différente. En fait, in bocca al lupo, là-bas, est utilisé pour souhaiter bonne chance avant un événement ou un examen important. Et la coutume veuille qu'on y réponde crepi il lupo, soit qu'il crève. Ambiance. La France est le deuxième partenaire économique italien, et cette relation est privilégiée par de nombreux échanges dans les domaines industriels, automobiles, agroalimentaires et de la mode. La France et l'Italie sont également deux partenaires politiques avec des liens étroits renforcés par la création de l'UE en 1957, dont les deux pays sont des membres fondateurs. Ces pays ont des désaccords occasionnels quant aux questions d'immigration, de gestion des frontières et de la politique économique de l'UE. À l'avenir, les deux pays, dus à leur grande proximité géographique et leur coopération obligatoire au sein de l'UE, devront faire face à de nombreux enjeux économiques pour la croissance, le chômage en termes d'inégalité sociale, la population vieillissante et les enjeux démographiques, notamment liés à l'immigration, seront également une question sur laquelle un accord devra être trouvé pour la stabilité des relations entre les deux pays. La France et l'Italie adorent se visiter. On l'a vu, ça date de l'Antiquité, mais maintenant on met un peu plus les formes et on évite de tout cramer en repartant. En 2022, il y a eu 7,4 millions de touristes italiens en France et 10 millions de touristes français ont fait le chemin inverse. Il est vrai que boire un spritz en octobre sur une terrasse à Florence par 20 degrés fait envie quand on est habitué à boire une Stella en manteau entre deux averses avec un baromètre à 7 degrés. On estime en 2021 à 13 000 étudiants français en Italie et à 19 000 le nombre d'étudiants italiens en France. En conclusion, on peut dire que la France et l'Italie sont deux pays qui ont un lien spécial, qui ont partagé durant des siècles de nombreux conflits, échanges, mais qui n'ont jamais cessé de se regarder pour s'inspirer l'un de l'autre, et avec qui nous Français avons beaucoup de points communs tout en gardant notre spécificité, et à l'avenir je crois et j'espère que nos pays continueront de se nourrir mutuellement. Je vous remercie chaudement d'être encore là et je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est que mon interprétation sur les points d'attention importants. Si vous avez apprécié ce type de contenu et que vous avez des remarques, je vous invite à liker, commenter, tu connais. Sur ce, je vous souhaite une buona giornata et à presto.